Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Global Conversation. Nous sommes à Conakry où le président Alpha Condé a accepté de nous recevoir. Bonjour Monsieur le Président et merci de cette opportunité. Et bienvenue à Guinée. Voilà. Alors avec votre permission, je souhaiterais qu'on commence par un sujet qui domine l'actualité depuis quelques jours. Je parle de la crise libyenne. C'est à la faveur de l'entrée en jeu de la Turquie dans le conflit. Vous savez, moi j'étais président de l'Union africaine en 2017 et en 2017 nous avons fait un programme parce que nous avons dit que l'affaire libyenne ne peut être résolue que par l'Union africaine. Nous avons demandé de désigner un comité de haut niveau qui était dirigé par le président Sassou. Moi, j'ai réussi ici tous les dirigeants libyens de toutes les tendances. D'ici, je les envoie à Sassou et à Idriss Déby. Et finalement, en novembre, le président Sassou a organisé une rencontre en novembre 2017 où tous les leaders sont venus. Donc on avait envisagé d'organiser un sommet où tout le monde viendrait, les hommes politiques, les chefs de pays, etc., pour mettre en place une grande union nationale. Avant ça, il faut rappeler que lors du sommet en Guinée équatoriale, le président Kadhafi avait accepté de démissionner, de se retirer à Sirte, et pour qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale. C'est en ce moment qu'on a désigné un comité de chefs d'État dirigé par le président mauritanien avec le président Sassou, le président Zouma et le président ATT. À ce moment qu'ils ont décidé de bombarder. Mais déjà, lors du G8, moi j'avais mis les G8 en garde. J'ai dit n'intervenez pas en Libye. Si vous intervenez en Libye, ça aura deux conséquences. La sous-modération de la Libye, il n'y a pas d'État. Et comme la Libye était un arsenal, la prolifération des armes chez nous, c'est ce qui est arrivé. Donc nous avons toujours pensé que comme l'Afrique, le seul intérêt de l'Afrique, c'est la paix, la sécurité et le développement de la Libye, que c'est l'Union africaine qui pourrait résoudre. Malheureusement, on n'a pas pu. Donc on a essayé de convaincre les gens de serrer des interférences. Bon, donc pour moi, je reste convaincu que la solution de la Libye, c'est à travers l'Union africaine, assistée par les autres, mais c'est l'Union africaine qui doit être le partenaire principal, accompagné par les autres puissances. D'accord. Vous venez d'évoquer le président Sassou et quelques jours à l'occasion de son discours de début d'année, il a de nouveau appelé effectivement la communauté internationale à intégrer le continent africain dans la résolution de cette crise. Alors, ce n'est pas nouveau. À votre avis, pourquoi vos partenaires internationaux ou les Nations Unies ont du mal à vous entendre sur cette question ? Vous savez, nous, on n'a pas d'intérêt en Libye. Notre intérêt, c'est l'intérêt du peuple libyen. Beaucoup, vous savez, la Libye est un pays très riche, donc des pays ont des agendas qui ne sont pas les agendas d'Afrique. On l'a dit à suffisance, le chaos en Libye a eu un impact dans la région du Sahel. Il y a depuis quelques mois, des armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso subissent des pertes assez lourdes. Le Niger récemment avait près de 90 soldats tués. Et dans le sillage de ce drame-là, il y a eu ce sommet de Pau en France, entre le président Macron et des chefs d'État du G5 Sahel, où on est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre en place une nouvelle stratégie dans le Sahel. C'est d'une nouvelle stratégie, à votre avis, dont on a besoin pour réduire la nuisance des groupes terroristes? D'abord, on doit rétablir la réalité des faits. Lorsque le G5 a été créé, moi-même j'ai assisté parce que j'étais à l'époque président de l'Union africaine, il y a eu des engagements qui ont été pris pour rendre le G5 opérationnel. Demande aux chefs d'État du G5 s'ils n'ont jamais reçu l'argent qui a été prémis, je crois, à 400 millions de dollars, etc., ils n'ont jamais reçu. L'accompagnement n'a jamais reçu. Donc, on n'a pas donné au G5 les moyens réellement de pouvoir faire ce terrorisme. Par contre, maintenant, c'est une très bonne chose qu'il y a eu une entente à Paris sur la nécessité de concentrer, d'abord de renforcer la coopération et de concentrer les forces dans la zone où il y a plus de terrorisme, c'est-à-dire à la frontière du Niger, du Burkina et du Mali. Nous espérons que cela va permettre de diminuer et progressivement de casser les forces terroristes, parce que nous sommes pour l'intégrité territoriale du Mali et son unité. Et nous sommes, mais vous savez, pour se battre, il faut avoir une conviction patriotique.
Donc il n'y a que les Africains qui peuvent réellement se battre pour leur pays, être accompagnés. Depuis quelque temps, dans l'opinion africaine, il y a des militants qui organisent des manifestations pour dénoncer la présence des puissances étrangères sur le sol africain. J'ai envie de parler de la France qui cristallise beaucoup cette colère, ce mécontentement. On a souvent dit que nos armées n'étaient pas assez bien outillées, n'étaient pas assez bien formées, équipées. Est-ce que, en l'état actuel des choses, elles peuvent justement s'en sortir sans cette aide internationale? Vous savez, les pays du G5 sont mieux placés pour répondre. Je pense que donc, que pour que les armées africaines puissent se battre, ce n'est pas la volonté qui manque, mais il faut une meilleure formation et un équipement adéquat. Par exemple, des hélicoptères, des drones, etc. Monsieur le Président, on va passer à présent à l'actualité politique dans votre pays. Depuis quelques semaines, on observe des manifestations qui sont nées de votre désir de doter ou de changer la Constitution, de doter votre pays justement d'une nouvelle Constitution. Et l'opposition y a réagi de façon, une partie de l'opposition y a réagi de façon assez négative, estimant que ce n'était pas opportun de le faire. Alors vous, pourquoi pensez-vous que c'est nécessaire d'aller vers cette nouvelle Constitution? D'abord, il faut remonter à l'histoire. Pourquoi je n'ai pas fait une constitution? Moi, je suis venu, j'ai dit à la population, j'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État. Et il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'hôtel, etc. Donc la priorité pour moi, c'était d'abord de résoudre des questions de fond, et macroéconomiques, économiques, de doter le pays d'infrastructures. Nous avons réussi. Donc, dans un monde moderne aujourd'hui, la Guinée a besoin d'une constitution qui répond aux besoins du monde actuel, qui n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Pour le moment, on parle d'une nouvelle constitution qui parle des insuffisances de l'ancienne constitution et des avancées. En général, quand un chef d'État sortant change la constitution, c'est parce qu'au bout, il fait sauter le mandat pour pouvoir se représenter. Est-ce que vous direz que concernant la Guinée, c'est un scénario qui peut arriver? D'abord, on ne verra pas la constitution. L'article 51 dit que le président de la République peut, après avis constitutif du président de l'Assemblée nationale, présenter une constitution au peuple et soumettre à la Cour constitutionnelle pour voir que ça ne touche pas aux principes fondamentaux de la République. Donc déjà, ni au point de vue de la légalité, au point de vue de la légalité, on ne veut rien, puisque c'est prévu par la Constitution. Deuxièmement, la légitimité, elle est populaire. Donc, une fois que le peuple s'est exprimé, à ce moment-là, on a une nouvelle constitution. Savoir maintenant qui va être candidat ou pas, ça dépend des partis politiques, parce que c'est les partis qui présentent les candidats. Bon, je pense que même dans la sous-région, beaucoup de présidents ont changé de constitution. Et puis, il y a quand même une certaine vision démocratique à géométrie variable. Quand certains pays ont des intérêts dans des pays, les gens peuvent changer de constitution 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on ne dit rien. Mais quand un pays défend sa souveraineté à une certaine indépendance, tout de suite, on trouve à redire. Monsieur le Président, je notais tout à l'heure là que les manifestations ont été meurtrières. Il y a beaucoup de personnes il y a une vingtaine de personnes qui sont décédées. Et l'opposition compte initier d'autres manifestations. Qu'est-ce qui va pouvoir être fait justement pour éviter d'autres drames de ce genre? Le problème, il faut savoir qui tire. Les gendarmes ne sont pas armés et les policiers n'ont pas de Kalachnikov. Nous avons arrêté des gens, des civils armés. Donc, il y a des civils, nous avons montré des photos de civils armés parfaitement avec des Kalachnikov. Donc, Monsieur le Président, vous diriez avec certitude qu'il n'y a pas usage excessif de la force par les forces de l'ordre lors de ces manifestations? Non. Nous faisons tout pour éviter. L'armée aujourd'hui est une armée républicaine. Dès qu'il doit y avoir une manifestation, les militaires sont casernés. Maintenant, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des bavures, mais qu'on dise que la police tire sur les gens, je ne le crois pas du tout. Mais nous faisons des enquêtes. Dans quelques jours, quelques semaines, il y aura donc ces législatives. L'opposition a décidé de ne pas y prendre part parce qu'elle met en doute la fiabilité du fichier électoral. Comment réagissez-vous à ce non-départ de l'opposition? Nous avons le logiciel qu'aucun pays africain n'a. Tout le monde le reconnaît. C'est l'opposition qui a présidé la commission de sélection du logiciel. Nous avons un logiciel qui non seulement élimine les doublons, mais élimine les mineurs. Ensuite, nous avons pris la francophonie pour nous accompagner. Donc tout est fait avec la francophonie. Donc, l'opposition, c'est très bien. Ils ont raconté des histoires. C'est-à-dire,
ils se sont précisés de parler sans même attendre les résultats effectifs du référendum, du recensement, qui dément aujourd'hui ce qu'ils ont raconté. Et ils disent on fera tout pour empêcher ces élections. Nous, on fera tout pour que les élections aient lieu dans la transparence, dans le calme. Et le gouvernement prendra toutes les dispositions pour cela. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie. Merci beaucoup.